Cette nuit-là, dans la villa à l'extérieur de Rome, personne ne se doutait que deux femmes allaient réécrire le destin de l'Europe. Marine Le Pen descendait de la Mercedes noire et goutte de pluie ruisselant de ses cheveux. Lorsque la lourde porte en chêne de la villa s'ouvrit, Giorgia Meloni se tenait devant elle. L'expression sur le visage de la première ministre italienne n'était pas amicale. Le dossier rouge dans sa main était le premier signe de la dangerosité de la conversation qui allait avoir lieu entre les deux femmes. « Tu es en retard », dit Meloni avec son accent français. Marine Le Pen redressa les épaules. « Venir secrètement de Paris à Rome n'est pas facile, surtout ces jours-ci où les médias suivent chacun de mes pas. » Les deux femmes avancèrent vers les profondeurs de la villa, leurs pas résonnant sur le sol de marbre. Les murs étaient couverts de tableaux de vieux maîtres italiens, mais aucun ne pouvait refléter le drame de la lutte de pouvoir qui allait se dérouler cette nuit-là. Meloni conduisit Marine dans la salle de réunion souterraine, murs insonorisés, système bloquant les appareils électroniques. Ce n'était pas une villa ordinaire. « Es-tu paranoïaque, Giorgia ?» demanda Marine en examinant les lieux. « Non », dit Meloni d'une voix froide, « juste prudente. Les oreilles de l'Union européenne sont partout, comme tu le sais. » Marine Le Pen s'assit. Elle tendit la main vers le dossier rouge sur la table, mais Meloni posa rapidement sa main dessus. « Pas encore. Parlons d'abord. » « De quoi ? De ton échec, Marine. Tu as perdu 3 fois l'élection présidentielle. La France est toujours aux mains de Macron, alors que moi. » Meloni s'adossa avec un sourire confiant. « Je gouverne l'Italie. » Mais la réponse de Marine allait geler le sourire de Meloni. Marine Le Pen se pencha en avant. « Tu penses gouverner l'Italie ? Tu es la marionnette de Bruxelles, Giorgia. Tu danses pour les fonds européens. » Le visage de Meloni rougit. « Au moins je suis au pouvoir. Toi tu resteras éternellement dans l'opposition. » Être dans l'opposition, dit Marine, vaut mieux que d'abandonner ses principes. Qu'avais-tu promis pendant ta campagne ? Tu allais sauver l'Italie de l'afflux de migrants. Et maintenant, Lampedusa déborde toujours. Meloni se leva. Ses mains tremblaient. Tu dois apprendre à faire face à la réalité, Marine. L'idéologie seule ne gouverne pas un pays. Il faut être pragmatique. Pragmatique ? Marine laissa échapper un rire sarcastique. Le pragmatisme signifie-t-il se soumettre à Washington et Berlin ? Meloni prit une profonde respiration et poussa le dossier rouge au centre de la table. Voyons qui se soumet à qui. Marine ouvrit le dossier. En voyant les photos et les documents à l'intérieur, son visage devint blanc comme un linge. C'était les preuves de ses liens avec la Russie. Financement du parti, réunion secrète, accord avec le Kremlin. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura Marine. « L'important n'est pas où je l'ai trouvé, dit Meloni. L'important est de savoir si je vais le transmettre à la Commission européenne. » Les mains de Marine Le Pen commencèrent à trembler. Les secrets qu'elle cachait depuis des années étaient maintenant entre les mains de sa rivale. « Mais tu n'as pas encore vu la plus grande surprise. »« Que veux-tu » demanda Marine, essayant de contrôler sa voix. Meloni se rassit. « Une alliance, une vraie alliance. Nous pouvons prendre l'Europe, Marine, toi et moi, la France et l'Italie. Mais pour cela, tu dois couper tes liens russes. » Marine Le Pen la regarda avec stupéfaction. « Une alliance avec toi, réfléchis, » dit Meloni avec enthousiasme. « Si nous agissons ensemble, nous pouvons coincer l'Allemagne et les pays du Benelux. Nous pouvons prendre la majorité au Parlement européen. Mais ta relation avec Moscou nous affaiblit. » Marine se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, la pluie s'intensifiait. « Poutine est mon allié, dit-elle doucement. »« Poutine t'utilise, cria Meloni. Il te voit comme un pion pour affaiblir la France. Réveille-toi, enfin, Marine. » Marine Le Pen s'appuya contre la vitre. « Mon père, Jean-Marie Le Pen, s'est battu contre l'Europe. Je suis son chemin. Ton père a perdu, dit Meloni impitoyablement. Et tu perds aussi, parce que vous faites tous les deux la même erreur. Vous essayez de détruire le système de l'extérieur. Moi, je le change de l'intérieur. » Marine se retourna, la colère dans les yeux. « Tu es devenue une partie du système, Giorgia. Tu as vendu ton âme. »« Non, dit Meloni calmement. J'ai utilisé ma capacité d'adaptation. Quelque chose que tu n'as pas appris. » Les deux femmes se regardèrent avec défi. La tension dans la pièce était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. C'est exactement à ce moment que tout a changé. Marine Le Pen sortit une tablette de son sac. Elle montra l'écran à Meloni. « Tu as aussi des connexions très intéressantes, Giorgia. » Le visage de Meloni se tendit. Sur l'écran, il y avait des photos de ses réunions secrètes avec des responsables chinois, des accords secrets avec la Chine pour des investissements d'infrastructures, dit Marine d'une voix froide. « Tu mets en danger la sécurité européenne si Washington la prend. »« C'est du chantage, dit Meloni, la voix tremblante. »« Non, corrigea Marine, c'est l'équilibre. Tu connais mes secrets, je connais les tiens. Maintenant, nous pouvons vraiment parler. » Meloni prit sa tête entre ses mains. « Comment en sommes-nous arrivés là, Marine ? Nous voulions toutes les deux le meilleur pour nos pays. » « Nous le voulons toujours, dit Marine, adoucissant sa voix. Mais nos méthodes sont différentes. Tu t'es intégré au système, je me bats contre lui. Et nous sommes toutes les deux seules, murmura Meloni. » Ces mots touchèrent Marine. Elles étaient vraiment seules. Deux femmes puissantes essayant de survivre dans le monde politique dominé par les hommes. Peut-être, dit Marine d'un ton pensif, que notre véritable ennemi n'est pas l'une l'autre. Meloni leva la tête. Que veux-tu dire ? Le regard déterminé dans les yeux de Marine brillait d'une nouvelle compréhension. Bruxelles, dit Marine, le véritable ennemi, ce sont les technocrates de Bruxelles. Ils essaient de nous contrôler toutes les deux. Meloni hocha pensivement la tête.
Ursula von der Leyen. Elle fait constamment pression. Charles Michel aussi, ajouta Marine. Ils sont gênés par la politique étrangère indépendante de la France. Les deux femmes restèrent silencieuses un instant. Peut-être avaient-elles vraiment un ennemi commun. Alors que proposes-tu demanda Mélanie. Marine prit une profonde inspiration. Un accord secret. Toi en Italie, moi en France. Nous agissons de manière coordonnée au Parlement européen. Mais personne ne doit savoir. Dur à imaginer, mais cela pourrait marcher. Mélanie se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce. C'est risqué, très risqué. Si cela se découvre, nous sommes toutes les deux finies. Nous sommes déjà au bord du gouffre, dit Marine. Tu es sous la pression de Bruxelles, je perds constamment. C'est notre dernière chance. Quelles sont tes conditions? Marine énuméra. 1. Action commune sur la politique migratoire. 2. Unité contre l'hégémonie économique allemande. 3. Une position européenne plus indépendante dans l'OTAN. Mélanie s'arrêta. Qu'en est-il de la Russie? Je réévaluerai mes relations avec la Russie, dit Marine avec difficulté, mais je ne les couperai pas complètement. C'est ma ligne rouge. À ce moment, on frappa à la porte. Mélanie regarda Marine avec panique. Personne ne devait être au courant de cette réunion. On frappa à nouveau. Mélanie regarda la caméra de sécurité et son visage devint blanc comme un linge. C'est le conseiller spécial de von der Leyen. Marine rassembla rapidement les documents. Tu m'as tendu un piège. Non, je jure que je ne savais pas. Les deux femmes se regardèrent avec panique. Si cette réunion était découverte, leur carrière serait finie. Y a-t-il une sortie arrière demanda Marine. Oui, mais attends, Mélanie s'arrêta. Peut-être devrions-nous faire exactement le contraire. Quoi? Faisons face, toutes les deux ensemble. Voyons ce qu'il veut. Lorsque la porte s'ouvrit, Martin Schreiber entra. Il était l'un des noms les plus puissants de la Commission européenne. Mesdames, dit-il avec un sourire froid, quelle réunion intéressante. C'est une propriété privée, dit Mélanie d'une voix dure. Vous entrez sans permission. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas officiel. Marine rit. Schreiber la regarda avec étonnement. Pourquoi riez-vous? Marine sortit un autre appareil de son sac. Vous écoutiez, j'enregistrais. Vous venez d'admettre que la Commission européenne menace des dirigeants élus. Le visage de Schreiber devint gris cendre. Si je publie cet enregistrement, dit Marine, le masque démocratique de l'UE tombe. Les peuples verront votre vrai visage. Mélanie regarda Marine avec admiration puis sourit lentement. Il semble que l'équilibre des pouvoirs ait changé, monsieur Schreiber. Schreiber se leva. Ce serait une erreur, madame Le Pen. Tout le système se retournerait contre vous. Il s'est déjà retourné, dit Marine. Je n'ai plus rien à perdre. Et vous, première ministre Mélanie, allez-vous risquer votre carrière? Mélanie prit une profonde inspiration. Elle regarda Marine, puis se tourna vers Schreiber. Peut-être que certains risques valent la peine d'être pris. Schreiber recula. Vous le regretterez. Peut-être, dit Marine. Mais au moins nous assumerons la responsabilité de nos propres décisions. Nous ne nous cacherons pas dans l'ombre comme vous. Schreiber se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. D'accord. Jouons carte sur table. Que voulez-vous? Marine et Mélanie se regardèrent. C'était un développement inattendu. Vous d'abord, dit Marine. Qui représentez-vous vraiment? Schreiber se retourna. Le monde change, mesdames. La Chine monte, l'Amérique s'effondre, la Russie devient agressive. L'Europe doit survivre. Pas avec des nationalistes comme nous, n'est-ce pas, dit Mélanie. Le nationalisme divise l'Europe, dit Schreiber. Sans unité, nous ne pouvons pas survivre. Marine secoua la tête. Mais l'unité de qui? Des Allemands? Des Français? Des Italiens? De tous, dit Schreiber. Une identité européenne commune? Non, cria Marine. Nous sommes Français, ils sont Italiens. Vous ne pouvez pas effacer nos identités. Mélanie ajouta. L'Empire romain s'est effondré. Napoléon a échoué. Hitler a été vaincu. Le rêve d'unifier l'Europe s'est toujours terminé par un désastre. C'est différent, dit Schreiber. C'est une union démocratique. Marine rit sarcastiquement. Démocratique. Vous venez de nous menacer. Schreiber resta silencieux. Il n'avait rien à défendre. Maintenant, ce que tu vois n'est rien comparé à ce qui vient. Je vais faire une proposition, dit finalement Schreiber. Écoutez puis décidez. Les deux femmes attendirent. La Commission est prête à travailler avec vous. Nous pouvons faire des concessions. Quotas de migrants, question de souveraineté nationale. Mais vous devez aussi abandonner certaines choses. Lesquelles demanda Mélanie. Les discours extrêmes, la propagande anti-UE, et surtout les liens avec la Russie et la Chine. Marine réfléchit. C'était une opportunité inattendue, mais cela pouvait aussi être un piège. Des garanties, demanda Marine. Un accord écrit, dit Schreiber. Protocole secret. Personne ne saura. Mélanie regarda Marine. Qu'en penses-tu? Marine regarda par la fenêtre. La pluie avait cessé. J'ai besoin de réfléchir. Vous n'avez pas le temps, dit Schreiber. C'est maintenant ou jamais. La tension dans la pièce était à son comble. 3 personnes déterminaient l'avenir de l'Europe. Tu ne le croiras pas, mais ce qui suit change tout. 3 mois après la rencontre de Rome, Marine Le Pen et Giorgia Meloni se retrouvèrent, cette fois publiquement, lors d'un sommet européen. Les caméras du monde entier étaient braquées sur elles.
Leur poignée de main fut ferme, leur sourire authentique. Les observateurs politiques parlaient d'un axe Paris-Rome qui pourrait redéfinir l'Europe. Schreiber, présent au sommet, les observait de loin. Il savait que quelque chose avait fondamentalement changé. Le vieux système de contrôle ne fonctionnait plus. Les peuples se réveillaient. Lors d'une session à huis clos, von der Leyen tenta une approche différente. Elle invita Marine et Mélanie à une réunion privée. « Nous pouvons travailler ensemble », dit-elle. « L'Europe a besoin de voix diverses. » Marine et Mélanie échangèrent un regard. Elles avaient appris leur leçon. « Nous sommes prêtes à dialoguer », dit Mélanie, « mais plus jamais nous ne serons manipulés ou menacés. » Von der Leyen hocha la tête, comprenant que les règles du jeu avaient changé. Le pouvoir ne résidait plus seulement à Bruxelles, il se redistribuait vers les capitales nationales. Dans les couloirs du sommet, d'autres dirigeants approchaient discrètement Marine et Mélanie. Le Premier ministre polonais, le chancelier autrichien, même des représentants des pays nordiques, tous voulaient comprendre cette nouvelle dynamique. « Comment avez-vous résisté à la pression ?» demanda le dirigeant polonais. « En refusant d'avoir peur », répondit Marine. « La peur est leur seule arme. Une fois que vous la surmontez, ils n'ont plus rien. » Les médias captaient des bribes de ces conversations, les titres changeaient. Au lieu de parler d'extrémisme et de danger, ils parlaient de renouveau démocratique et de souveraineté. Le narratif échappait au contrôle de Bruxelles. De retour à Paris, Marine Le Pen s'adressa à ses supporters. « Ce n'est pas une victoire, dit-elle, c'est le début d'une longue bataille. Mais pour la première fois, nous ne sommes pas seuls. » À Rome, Mélanie tenait un discours similaire. « L'Europe que nous voulons n'est pas celle d'un super-État. C'est une Europe de nations libres et souveraines, unie par le respect mutuel, pas par la contrainte. » Les marchés financiers réagissaient nerveusement, l'euro fluctuait, les investisseurs s'inquiétaient d'une potentielle fragmentation de l'EU, mais Marine et Mélanie avaient anticipé cela. Elles rassurèrent « Nous ne voulons pas détruire l'Europe », déclarèrent-elles conjointement. « Nous voulons la sauver de ceux qui l'ont détournée de sa mission originale. » 6 mois après la rencontre secrète de Rome, les élections européennes approchaient. Les sondages prédisaient une vague souverainiste sans précédent. Schreiber avait démissionné, officiellement pour raisons personnelles. Officieusement, il avait perdu la confiance de ses supérieurs. Sa stratégie de confrontation avait backfired spectaculairement. Marine Le Pen et Giorgia Meloni ne communiquaient pas quotidiennement. Elles n'avaient pas besoin. Leur entente tacite suffisait. Quand l'une était attaquée dans les médias, l'autre répondait indirectement, créant un front uni sans coordination apparente. Les think tanks de Bruxelles s'affolaient. Comment contrer cette nouvelle forme de résistance? Les vieilles méthodes ne fonctionnaient plus. Les accusations de populisme tombaient dans le vide. Les menaces économiques étaient ignorées. C'était comme si les peuples avaient soudainement réalisé que l'empereur était nu. 1 an après Rome, l'Europe avait changé, non pas dans ses structures qui restaient largement intactes, mais dans son esprit. Le débat était ouvert, la dissidence était légitime, le monopole idéologique de Bruxelles était brisé. Marine Le Pen était assise dans son bureau à Paris. Regardant les derniers résultats des élections européennes, le Rassemblement national avait fait un score historique. En Italie, Fratelli d'Italia dominait, mais plus important encore, des partis similaires avaient percé partout en Europe. Son téléphone sonna. C'était Mélanie. « Nous l'avons fait », dit la voix italienne. « Non », répondit Marine. « Les peuples l'ont fait. Nous leur avons juste montré que c'était possible. » Il y eut un silence, puis Mélanie demanda « Tu te souviens de cette nuit à Rome ?»« Comment pourrais-je l'oublier ?» C'était le tournant. Elles savaient toutes les deux que leur relation resterait compliquée. Elles n'étaient pas des amies au sens traditionnel. Elles étaient quelque chose de plus rare. Des alliés circonstanciels qui avaient compris que leur ennemi commun était plus dangereux que leurs différences. À Bruxelles, une nouvelle commission se formait. Plus prudente, moins arrogante. Les leçons avaient été apprises. Le temps des dictats était révolu. Le dialogue remplaçait la contrainte. Mais Marine et Mélanie restaient vigilantes. Elles savaient que le système ne changerait pas du jour au lendemain. Les vieilles habitudes mouraient lentement. Les réseaux d'influence résisteraient. Lors d'une interview télévisée, on demanda à Marine ce qu'elle avait appris de cette expérience. « J'ai appris que le courage est contagieux », dit-elle. « Quand vous tenez tête au pouvoir, d'autres trouvent la force de faire de même. » Mélanie, dans une interview séparée, fit écho à ce sentiment. La vraie révolution n'est pas dans la violence ou le chaos. C'est dans le refus tranquille d'accepter l'inacceptable. Les historiens commençaient déjà à analyser cette période. Certains la voyaient comme le début de la fin de l'Union européenne, d'autres comme sa renaissance nécessaire. La vérité était probablement quelque part entre les deux. Ce qui était certain, c'est que 2 femmes, venues d'horizons différents, avec des idéologies parfois opposées, avaient trouvé un terrain commun dans leur refus de la soumission. Leur alliance improbable avait changé le cours de l'histoire européenne. Les jeunes générations regardaient avec intérêt. Pour eux, Marine Le Pen et Giorgia Meloni n'étaient plus seulement des politiciennes controversées. Elles étaient devenues des symboles de résistance contre un système qui semblait intouchable. Dans les universités, des débats passionnés avaient lieu. Était-ce du populisme ou du patriotisme? Du nationalisme ou de la démocratie authentique? Les réponses variaient, mais le fait même que ces questions soient posées ouvertement était une victoire en soi. Les médias traditionnels, longtemps alignés sur Bruxelles, commençaient à diversifier leurs perspectives. Des voix dissidentes trouvaient des plateformes.
Le monopole de la pensée unique se fissurait. Marine Le Pen préparait déjà sa prochaine campagne présidentielle en France. Cette fois, les sondages lui étaient favorables. L'image de l'extrémiste isolé avait laissé place à celle de la résistante européenne. Mélanie, de son côté, consolidait son pouvoir en Italie. Les réformes qu'elle n'avait pas osé entreprendre seule devenaient possibles avec le soutien tacite d'autres nations souverainistes. L'économie européenne, contrairement aux prédictions catastrophistes, ne s'était pas effondrée. Au contraire, la qualification des positions avait apporté une certaine stabilité. Les marchés préféraient la transparence à l'incertitude. 5 ans après la nuit de Rome, Marine Le Pen était devenue présidente de la France. Mélanie était toujours Premier ministre d'Italie. Leur première rencontre officielle en tant que chef d'État fut symbolique. Elles choisirent de se retrouver à Rome, dans la même villa. Cette fois, pas de secret, pas de dossier rouge, juste 2 dirigeants discutant de l'avenir de leur nation. « Nous avons parcouru un long chemin », dit Mélanie en servant le café. « Plus long que je ne l'aurais imaginé », répondit Marine, « mais le voyage ne fait que commencer. » Elles discutèrent de projets concrets. Un tunnel sous les Alpes pour relier Lyon à Turin, des accords culturels pour préserver les identités nationales tout en encourageant les échanges, une politique migratoire commune basée sur le contrôle, pas sur l'idéologie. Bruxelles observait mais n'interférait plus. La leçon avait été apprise. L'Europe fonctionnait mieux comme une confédération souple que comme un super-État rigide. Von der Leyen, toujours présidente de la Commission mais avec des pouvoirs réduits, avait adapté son approche. Elle travaillait avec les nations, pas contre elles. Schreiber, l'ancien conseiller, avait écrit un livre sur son expérience. Il y admettait ses erreurs. Nous pensions que l'uniformité était la force. Nous avions tort. La diversité dans l'unité était la vraie formule. Marine et Mélanie ne le mentionnaient jamais publiquement, mais elles avaient lu son livre. Certains passages les avaient fait sourire, d'autres réfléchir. Le monde regardait l'Europe avec un intérêt renouvelé. Les États-Unis, la Chine, la Russie, tous devaient ajuster leur stratégie. L'Europe n'était plus un bloc monolithique facile à manipuler. C'était un ensemble complexe de nations souveraines capables de s'unir quand nécessaire. Les mouvements souverainistes dans d'autres continents s'inspiraient de l'exemple européen. En Amérique latine, en Asie, même en Afrique, des leaders émergeaient avec un message similaire. Respect de la souveraineté, coopération sans soumission. Marine Le Pen, lors d'un discours à l'ONU, déclara « Le XXIe siècle ne sera pas celui des empires, qu'ils soient politiques, économiques ou idéologiques. Ce sera le siècle des nations libres. » Mélanie, présente dans la salle, applaudit. Leur alliance, née dans la confrontation et la méfiance, était devenue un modèle de coopération pragmatique. Les médias parlaient maintenant de l'axe de la souveraineté. Mais pour Marine et Mélanie, c'était plus simple. C'étaient 2 femmes qui avaient refusé de se plier et qui, ce faisant, avaient changé le monde. Les défis restaient nombreux. Le changement climatique, les migrations, les inégalités économiques, les menaces sécuritaires. Mais l'approche avait changé. Au lieu de solutions imposées d'en haut, c'était des réponses négociées entre égaux. La Villa de Rome était devenue un lieu de pèlerinage discret pour les politiciens souverainistes. Certains venaient comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. D'autres cherchaient l'inspiration. Marine et Mélanie ne s'y retrouvaient qu'une fois par an. Toujours la même date, toujours en privé. C'était leur tradition. Un rappel de où tout avait commencé. Ces rencontres annuelles n'étaient pas des sommets officiels. Pas d'agenda, pas de communiqué. Juste 2 femmes partageant un repas, discutant du monde, se rappelant mutuellement pourquoi elles avaient choisi ce chemin difficile. Lors de leur dernière rencontre, 10 ans après la nuit fatidique, Marine demanda à Mélanie « As-tu des regrets ?» Mélanie réfléchit longuement. « J'aurais aimé que nous ayons eu le courage plus tôt. Mais peut-être que le timing était parfait. Le monde n'était pas prêt avant. » Marine hocha la tête. « Le courage, c'est aussi savoir attendre le bon moment. » Elles levèrent leur verre. « À l'Europe des nations, dit Marine. »« Pas ceux qui ont osé dire non, répondit Mélanie. Le vin était italien, le fromage français, symbolique de leur coopération, différents mais complémentaires. Dehors, Rome s'endormait. La ville éternelle avait vu des empires naître et mourir, elle avait maintenant vu quelque chose de plus rare. La naissance d'une nouvelle forme de résistance, pacifique mais déterminée, démocratique mais rebelle. En partant, Marine se tourna une dernière fois vers Mélanie. « Tu sais, sans cette nuit, sans toi, je serais probablement encore en train de perdre des élections, et moi je serais encore en train de faire semblant d'être libre tout en obéissant à Bruxelles, » répondit Mélanie. Elles s'embrassèrent sur les joues. Pas comme des politiciennes devant les caméras, mais comme 2 guerrières qui avaient combattu ensemble et gagné. Le message final du narrateur résonna dans la nuit romaine. Cette histoire nous montre que le vrai courage n'est pas de choisir le chemin facile du compromis, mais de rester fidèle à ses convictions, même face à un ennemi tout-puissant. Parfois, les alliances les plus improbables naissent de la reconnaissance mutuelle entre adversaires, et parfois, dire non au système est le premier pas vers la vraie liberté. L'Europe avait changé, non pas par la force ou la révolution, mais par le simple refus de 2 femmes d'accepter l'inacceptable. Leur héritage ne serait pas mesuré en statues ou en monuments, mais dans le fait que les générations futures auraient le choix de leur identité, le choix de leur destin, le choix de dire non. Marine Le Pen et Giorgia Meloni avaient prouvé qu'on pouvait défier le système et gagner, pas en le détruisant, mais en le forçant à évoluer,
pas en imposant une vision unique, mais en défendant la diversité des visions. L'histoire retiendrait cette nuit à Rome comme le moment où l'Europe a redécouvert son âme. Non pas une âme unique et uniforme, mais une mosaïque d'âmes nationales, fières et libres, unies dans leur diversité. Les technocrates avaient appris l'humilité. Les peuples avaient retrouvé leur voix. Les deux femmes, autrefois ennemies, étaient devenues les architectes involontaires d'une nouvelle Europe. Une Europe où il était à nouveau permis d'être français, italien, polonais ou grec, où la souveraineté n'était plus un gros mot, où la démocratie signifiait vraiment le pouvoir du peuple. Cette nuit-là, à Rome, la peur avait changé de camp, et elle n'était jamais revenue.